Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous expose ma théorie de l'évolution. Alors, pourquoi s'intéresser à l'évolution? Parce que ça permet, à mon avis, de faire certaines déductions sur des mécanismes biologiques des animaux, des plantes, des bactéries et des humains, et donc de mieux soigner éventuellement les gens. Ma théorie, elle a ceci de particulier qu'elle s'applique à la vie, mais aussi à nombreux autres phénomènes, comme la sélection des entreprises qui survivent ou les rumeurs qui circulent. En fait, j'ai voulu faire une théorie simple qui, un petit peu à la manière des mathématiciens, mettent dans le même paquet, dans le même concept, différentes choses qui ont l'air d'être des concepts différents. Encore une fois, c'est une vidéo hypothèse, donc ça peut être vrai comme ça peut être faux, mais encore une fois, certains éléments sont très cohérents et ont des chances d'être vrais. Je vous explique cette théorie de l'évolution et les grandes règles que j'en déduis. Pour chaque règle, je donne des exemples tout au long de la vidéo de ce qu'on peut supposer sur la biologie humaine. Puis à la fin, je récapitule toutes les hypothèses sur la biologie que ces règles m'ont permis de faire dans une diaporama. Et donc voici cette théorie. Et le premier point, c'est qu'une forme de vie, c'est un phénomène qui se reproduit en transmettant ses caractéristiques à ses enfants. C'est aussi simple que ça, et on peut déduire plein de choses à partir de cela. Éventuellement, ces caractéristiques peuvent se modifier un peu de génération en génération. Dans ce cas-là, cette forme de vie évolue. Cette forme de vie, elle vit sur un milieu. Sans ce milieu, elle ne peut pas se reproduire. Ça peut être un virus, une bactérie, un animal ou une espèce animale, ou même une plante. Ça peut aussi être une table. Alors ça peut paraître un peu paradoxal, mais une table aussi se reproduit. En effet, lors du Moyen Âge, les gens ayant fabriqué chez eux une table ont donné l'idée aux gens qui venaient les visiter de fabriquer d'autres tables, et ainsi de suite. Le milieu sur lequel se reproduit cette forme de vie est la civilisation. Une rumeur qui circule est une forme de vie. Le milieu sur lequel elle vit, c'est aussi la civilisation. Une réaction en chaîne dans une bombe nucléaire est une forme de vie aussi. Et là, on va commencer à déduire des choses un peu intéressantes par rapport à ces règles simples. Alors la première conséquence importante, c'est qu'une forme de vie, si elle est beaucoup présente à un moment donné, c'est qu'elle est apparue à un moment et c'est qu'elle s'est beaucoup reproduite dans le passé. Par exemple, s'il y a de nombreux pigeons et de nombreux hommes, c'est pour ça. C'est parce qu'ils sont apparus à un moment et ils sont beaucoup reproduits. C'est juste logique. Donc ça doit être vrai. Et on a d'autres conséquences à cette règle-là, c'est que comme les caractéristiques se transmettent de génération en génération, c'est les formes de vie qui ont les caractéristiques leur permettant de se reproduire le plus, qui sont le plus présents à un moment car elles se sont le plus reproduites. Les formes de vie n'ayant pas ces caractéristiques leur donnant un avantage sont en compétition avec celles ayant un avantage et du coup ont moins de descendance et finissent par disparaître, à moins qu'elles trouvent un milieu adapté à elles. Et à partir de ça, je déduis 4 règles un peu fondamentales. Les caractéristiques des formes de vie très répandues sont soit des caractéristiques qui leur permettent de mieux se reproduire, comme je viens d'expliquer, soit des caractéristiques qui sont des effets de bord de caractéristiques qui leur ont permis de mieux se reproduire. Par exemple, les maladies auto-immunes sont un effet de bord du système immunitaire qui permet de se protéger et donc de mieux se reproduire. Soit ce sont des caractéristiques négatives qui diminuent la chance d'avoir une descendance dont la nature n'a pas trouvé comment l'en empêcher. C'est le cas par exemple du cancer, je crois. Soit éventuellement c'est une forme de vie dans la forme de vie, un microbe ou un parasite, qui pour mieux se reproduire crée cet effet sur cet individu. Et je pense que c'est comme ça pour les maladies aussi, pas simplement les caractéristiques positives ou négatives, je crois que c'est comme ça pour les maladies aussi. Et c'est ce qui me paraît logique. Évidemment, on ne peut pas en avoir la preuve parce qu'on ne peut pas voir dans le passé tout ce qui s'est déroulé, mais ça paraît logique. Et c'est ce qui explique un peu tout en biologie, il me semble. Par exemple, les ongles. Les ongles des humains sont utiles à avoir un peu plus de descendance. S'ils n'étaient pas utiles, ils auraient disparu. En effet, les ongles servent à attraper des choses, à manipuler certains objets. Les gens ayant des ongles ont un léger avantage grâce à ça, à avoir des enfants au final, parce qu'ils captent plus de nourriture pour plein de raisons, parce qu'ils manipulent les objets comme ils veulent. Dès qu'un humain dans la civilisation naît par manque de gènes sans ongles, il va avoir un peu moins de chances d'avoir une descendance,
et la caractéristique pas avoir d'ongles va finir par disparaître. Et c'est pour ça qu'il est très rare de voir quelqu'un né sans ongles. Alors, je parle aux gens qui connaissent bien la biologie, ils savent que en biologie, les ongles ils sont donnés par quelques gènes. Et donc, si un des gènes nécessaires à l'ongle disparaît, effectivement, il va se transmettre, cette caractéristique va se transmettre d'enfant en parent. Si avoir des ongles ne donnait pas un avantage sélectif, il donnera un désavantage sélectif, car le corps a besoin d'énergie pour faire pousser les ongles, car il faut du temps pour entretenir les ongles, et il faut aussi d'énergie pour entretenir tout l'ADN du gène des ongles dans toutes les cellules du corps. Donc du coup, si le ou les gènes des ongles ne servaient à rien, il donnerait plutôt un désavantage sélectif, et du coup les gens avec des ongles auraient disparu au bout de nombreuses générations. C'est donc du coup que les ongles servent bien à quelque chose. Et c'est comme ça qu'on peut déduire qu'un peu tout est utile chez les espèces. Par exemple, les fleurs sont utiles aux arbres pour avoir plus de descendance, les troncs sont utiles, les branches aussi, la racine aussi, etc. Tout ce qu'on voit dans la biologie, ce qui peut paraître bizarre, très certainement, soit ça a une utilité, soit c'est un effet de bord d'un truc qui est utile. Alors l'idée principale que je vais aborder par la suite, qui va me permettre de déduire pas mal de choses sur la biologie, cette idée, c'est que si un mécanisme est simple à mettre en place du point de vue biologique dans l'évolution et que ce mécanisme donne un avantage sélectif, même léger, alors ce mécanisme a de bonnes chances d'être présent dans l'espèce en question. C'est ainsi que je déduis par exemple que le taux de cancer il s'adapte peut-être bien avec le savoir acquis durant la vie, parce que ça donne un avantage sélectif que ça soit comme ça. Je l'expliquerai un peu plus tard. Ou les autres hypothèses que j'ai mettre ici sont basées un peu sur cette idée-là, voilà, que si un mécanisme est simple à mettre en place qui donne un avantage sélectif, alors ce mécanisme doit être présent dans les animaux et les plantes. Comme l'ADN humain mute très peu, si une caractéristique donne un avantage à avoir une descendance même très légère, il va s'imposer dans la population au bout de nombreuses générations. Si l'avantage sélectif que donne une caractéristique héréditaire est de 3% de chance d'avoir des enfants de plus, cela mettra un nombre de générations considérable pour que ce gène s'impose à la population, si seulement un individu porte le gène au départ. Mais comme ça fait des millions d'années qu'on évolue, c'est logique que ça se soit passé comme ça. Alors, si un gène donne un avantage sélectif, d'abord il y aura un individu qui aura ce gène, puis deux individus, puis trois, puis peut-être deux parce qu'il y en aura un qui sera mort, puis il y en aura trois à nouveau, etc. Mais au final, petit à petit, il devrait y avoir de plus en plus d'individus qui vont porter ce gène. Et si à un moment il y a 100 individus qui portent ce gène, comme ce gène donne un avantage à avoir des enfants de 3%, alors la génération suivante, il y aura 103 individus qui auront ce gène. Puis à la génération suivante, environ 106, et ainsi de suite. Là où ceux sans ce gène donnant un avantage resteront au même nombre. Alors là, je vous donne un exemple de choses qui donnent un avantage sélectif et qui est logique qu'il soit là. C'est la mutation des caractéristiques. Alors c'est un peu évident, mais finalement les formes qui mutent, vous pouvez passer cette partie si vous le voulez, les formes qui mutent, les formes de vie qui mutent ont un avantage parce qu'elles adaptent. Donc j'explique bien en détail cela. Si une forme de vie ne mute pas, de génération en génération, elle se reproduira à l'identique, comme un clone. Elle gardera la même capacité à se reproduire. Par contre, une forme de vie qui mute, elle, pourra donner naissance à des individus qui ont plus de chances de se reproduire. Comme ces formes de vie qui mutent sont apparues et sont plus efficaces pour se reproduire, elles se sont imposées. C'est un peu l'arrivée de l'ADN finalement. Dans les formes de vie, il devait sûrement y avoir quelque chose avant l'ADN. À partir du moment où les formes de vie elles ont pu transmettre leurs caractéristiques, ça leur a donné un grand avantage sélectif. Voilà, encore une fois, là je vais faire un chapitre qui est un petit peu évident, mais j'explique dans le détail, exactement point par point pourquoi c'est ainsi. Une autre caractéristique que les animaux ont est la reproduction sexuée. Et je vais montrer que cette caractéristique donne un avantage pour avoir plus de descendance au bout de très nombreuses générations, et donc c'est pour ça que presque tous les animaux et les plantes utilisent ce genre de mode de reproduction. Imaginons un mode de reproduction sans brassage, où un individu se reproduit en donnant un clone.
Ça existe chez les animaux, ça existe chez les bactéries, et chez les animaux, ça s'appelle la parthénogénèse. Rassurez-vous, le mot parthénogénèse, ça veut juste dire qu'une mère donne naissance à son clone quand elle se reproduit chez certaines espèces animales, un peu comme les bactéries. Dans ce cas, un individu peut toujours donner naissance à plusieurs enfants, et admettons, comme sur ce schéma, qu'il y ait plusieurs individus dans la population, qu'ils se reproduisent, et que dans deux lignées différentes, deux individus mutent et obtiennent deux gènes nommés A et B différents, qui leur donnent chacun plus de chances d'avoir une descendance. Et bien, dans ce mode de reproduction, vous voyez qu'il est quasiment impossible que la lignée avec le gène bénéfique A obtienne aussi le gène bénéfique B. Il faudra pour cela que la lignée avec le gène A obtienne à une génération suivante une descendance qui mute avec le gène B qui apparaît. C'est très peu probable car les mutations sont rares et car il y a énormément de gènes dans un génome. Du coup, au bout de nombreuses générations, il y aura des individus avec le gène bénéfique A et d'autres avec le gène bénéfique B, et d'autres sans gène bénéfique du tout. Et là, on voit qu'il y a un manque quelque part, c'est pas idéal comme situation pour évoluer, car on n'a pas d'individu à la fois avec le gène bénéfique A et le gène bénéfique B. Alors que dans la reproduction sexuée, il y aura des individus avec tous les bons gènes, même s'il y en aura aussi avec des mauvais gènes, mais les individus avec tous les bons gènes vont finir par s'imposer. Et imaginons qu'il n'y ait pas que deux gènes bénéfiques qui soient apparus, mais des dizaines. Dans ce cas, la reproduction par parthénogénèse aura que des individus peu adaptés, peu évolués, qui n'auront qu'un seul gène bénéfique. Chacun, là où dans la reproduction sexuée, il y aura des individus avec des dizaines de gènes bénéfiques. Les individus ayant une reproduction sexuée auront alors beaucoup plus de chances de se reproduire que les individus sans reproduction sexuée au bout d'un grand nombre de générations. Donc les individus avec une reproduction sexuée finiront par être plus présents parce qu'ils se sont plus reproduits. En fait, la reproduction sexuelle utilise toute la puissance de test de chaque vie, de chaque individu, d'une espèce pour évoluer. Alors là, je fais une petite déduction un peu du genre que si un mécanisme est simple à mettre en place et qu'il est utile pour la forme de vie, alors il y a des chances qu'il soit en place. Et là, je vais parler des bactéries. Alors les bactéries, elles utilisent plutôt un équivalent du mode parthénogénèse, c'est-à-dire que chaque bactérie se duplique en créant deux clones d'elle-même. Il existe des échanges de gènes entre bactéries, et ça permet le brassage génétique un peu comme dans la reproduction sexuée. Mais je crois qu'il peut peut-être aussi exister une reproduction sexuée chez les bactéries. C'est juste qu'elle serait passée inaperçue chez les microbiologistes. Alors, elle sera apparue si elle donne un avantage sélectif. Si elle ne donne pas d'avantage sélectif, elle ne sera pas apparue. Pour qu'il y ait une reproduction sexuée chez les bactéries, il suffit que de temps en temps, deux bactéries fusionnent et qu'après, la nouvelle bactérie se sépare en deux et que le gène soit réparti entre les deux cellules filles, à la manière du crossing over chez les ovules ou chez les spermatozoïdes. La principale différence entre la reproduction sexuée chez les bactéries et celle des animaux serait que la phase diploïde, avec deux versions de chaque chromosome, est très courte chez les bactéries et très longue chez les animaux, et vice-versa, la phase haploïde, avec une seule version du chromosome, serait très longue chez les bactéries et très courte chez les animaux. C'est assez logique que ça soit comme ça, si ça existe vraiment, la reproduction sexuelle chez les bactéries, parce que le poids et l'entretien de l'ADN chez les bactéries est très lourd, donc ils n'ont pas d'intérêt à avoir deux chromosomes identiques. Encore une chose qu'on peut déduire, c'est que de la même manière, les gènes qui n'ont que peu de chances de donner un avantage sélectif, s'ils mutent sûrement très peu. Ça donne un avantage sélectif car ça permet de limiter le nombre d'individus qui naissent avec des mutations néfastes et qui sont malades. La variation du taux de mutation avait été démontrée par l'équipe du professeur Raoult pour le coronavirus, et il voyait que certaines parties du génome mutaient plus d'une génération à l'autre. Je vous remonte là sur cette diapo les 4 règles très importantes qu'on peut déduire un peu de ce raisonnement sur l'évolution. Et maintenant, je vais parler des caractéristiques qui sont là parce que ce sont des effets de bord de caractéristiques utiles. Donc le deuxième point. Ici, je pense aux maladies auto-immunes. Les anticorps que fabrique notre corps donnent un avantage énorme. Ils permettent de lutter contre les microbes qui peuvent nous tuer.
Du coup, les individus créant des anticorps vont mieux se reproduire que les autres. Le souci des anticorps est qu'il peut être difficile de détecter ce qui vient de l'individu de ce qui ne vient pas de l'individu, et donc de ce qu'il faut éradiquer. Le rôle du système immunitaire, c'est de bien choisir. Le souci, c'est que c'est pas toujours facile de bien choisir quand une molécule est un pathogène ou une molécule est du soi, on dit en immunologie, est une molécule du corps. Il se peut se tromper et détecter en réalité des molécules du corps comme pathogènes, et du coup, ça va activer le système immunitaire contre le corps, avec les anticorps contre le corps, et ça va créer des maladies auto-immunes. Donc, je suppose, encore une hypothèse, mais elle est assez évidente, je pense que tout le monde est un peu d'accord avec celle-là, que les maladies auto-immunes sont l'effet de bord de caractéristiques utiles du système immunitaire. Et là, je vais un peu m'enfoncer dans ce raisonnement-là et déduire des phénomènes qui pourraient peut-être donner des utilités pour soigner les gens. C'est que d'ailleurs, quand on y réfléchit, il est tout à fait envisageable que quand le système immunitaire détecte plein d'agents infectieux dans une localisation du corps, ou dans le corps en entier, il alerte localement par des hormones les cellules qui activent les anticorps, pour leur dire d'être plus sensibles, parce qu'il est sûr qu'il y a des agents infectieux dans le corps. Et de détecter plus facilement une molécule comme une molécule pathogène, et donc aussi de faciliter les maladies auto-immunes. Mais comme ce mécanisme ne s'active que quand il y a plein d'agents infectieux, donc ce qui est une situation finalement assez rare, ce mécanisme donnera un avantage sélectif s'il existe, puisqu'il permettrait de mieux lutter contre les infections en créant toujours rarement des maladies auto-immunes. Et là, c'est une piste pour mieux soigner. Ce mécanisme pourrait être diminué par médicaments dans les maladies auto-immunes ou activé dans les infections graves pour mieux soigner. Aussi, si ce mécanisme existe, les bactéries de l'intestin pourraient favoriser les maladies auto-immunes en libérant chez des gens, chez certaines personnes, des molécules proches de cette hormone. Et donc, en soignant les bactéries de l'intestin, on pourrait peut-être un peu soigner les maladies auto-immunes. Parce qu'effectivement, les bactéries de l'intestin, elles libèrent des molécules. Je ne connais pas très bien, mais je sais que ça libère pas mal de molécules, et ces molécules, elles rentrent un petit peu dans le sang, tellement il y a de molécules qui sont libérées par les bactéries. Alors là, je dis un peu quelque chose d'évident, donc vous pouvez aussi sauter ce point dès que vous l'aurez compris. C'est que les maladies génétiques sont, je pense, l'effet de bord de deux choses utiles. Le fait que les gènes mutent, ce qui est utile pour mieux évoluer et donc mieux se reproduire. Car si les gènes mutent, parfois ils peuvent mal muter et créer des maladies génétiques. Donc ces maladies sont l'effet de bord de mutations qui, elles, sont globalement utiles pour mieux se reproduire. Donc là aussi, on est dans l'effet de bord de quelque chose d'utile pour avoir plus de descendance. Encore une fois, c'est bien une des 4 règles qui s'appliquent pour expliquer ce phénomène-là. Alors là aussi, je suis un peu dans la succession de cette explication, mais un petit peu différente. L'autre raison des maladies génétiques, je suppose, est la reproduction sexuée qui brasse les gènes. En effet, quand on a la moitié des gènes qui viennent de la mère et la moitié qui viennent du père, il se peut que de temps en temps, ça fasse des incompatibilités au niveau des protéines. Ça bug un petit peu. En effet, certaines protéines issues des gènes sont faites pour fonctionner avec d'autres protéines, en se collant l'une à l'autre. C'est ce qu'on apprend en cours de médecine et en biologie. Elles se collent et elles ont une certaine activité, elles réagissent comme il faut, elles activent certains mécanismes comme les muscles, comme la digestion, etc. Et il se peut que parfois, quand on a une protéine ayant une certaine version et une autre protéine ayant une autre version, elles fonctionnent mal ensemble, provoquant peut-être bien ces maladies orphelines. Cependant, ce mécanisme d'avoir des versions différentes est nécessaire pour la reproduction sexuée. Sinon, il n'y aura pas de reproduction sexuée, qui elle-même est utile pour maximiser la descendance. Donc, les maladies orphelines, une partie sont peut-être bien souvent dues à une incompatibilité entre les gènes, et donc sont l'effet de bord de quelque chose d'utile, la reproduction sexuelle. Et dans ce cadre-là, j'imagine que, encore une hypothèse, mais je pense que c'est une hypothèse un peu connue aussi, c'est que les fausses couches seraient là souvent pour éviter de faire naître des enfants ayant trop de problèmes d'incompatibilité entre protéines. Alors je vous montrerai par la suite d'autres hypothèses que j'ai émises et qui, je crois, ne sont pas connues et qui pourraient être utiles pour soigner des gens. Je vous les récapitule aussi à la fin dans la diapo. Et donc, je reprends mes 4 règles importantes et je passe à la suivante.
J'aborde les caractéristiques négatives qui diminuent la chance d'avoir une descendance dont la nature n'a pas trouvé comment les empêcher. Et j'ai un exemple simple et très connu de tout le monde, c'est le cancer. Le cancer, il est d'abord dû à des mutations de l'ADN dans les cellules qui entraînent une multiplication anormale de ces cellules. Ces mutations de l'ADN, on pourrait les empêcher un peu si les mécanismes de réparation de l'ADN dans les cellules du corps étaient stimulés. Le souci est que si on augmente les mécanismes de réparation de l'ADN, alors ces mécanismes, comme ils consomment de l'énergie, on consommerait plus d'énergie. Si on consomme plus d'énergie, il faut manger plus. Mais si on mange plus, on a moins de nourriture pour ses enfants. Et donc, on évite d'avoir des enfants. Donc, au final, dans l'évolution, se protéger trop des cancers diminue la chance d'avoir une descendance. Inversement, se protéger trop peu des cancers les favorise et donc diminue aussi la chance d'avoir une descendance. Au final, se crée un équilibre dans l'évolution et le corps se protège que moyennement des mutations de l'ADN. Et donc parfois, il arrive qu'on ait un cancer. Alors là, je vais aborder une autre hypothèse que j'ai sur les cancers. Donc déjà, je vous dis la chose suivante qui est une chose connue, c'est que les gens au métier plus simple ont plus de chances d'avoir des cancers que les gens au métier complexe. Et là, je vais apporter mon hypothèse et je pense qu'il y a une raison évolutionniste à ça. Les gens ayant des métiers complexes ont besoin de transmettre à leur descendance tout un savoir, et s'ils avaient fréquemment des cancers, ils mourraient plus jeunes et ils ne pourraient pas transmettre ce savoir à leur descendance. Il me paraît probable qu'il existe un mécanisme qui fait que si on réfléchit beaucoup tout au long de sa vie, ça protège des cancers par l'augmentation des mécanismes de réparation de l'ADN. Car les gens qui ont du savoir ont très intérêt à vivre longtemps pour transmettre le savoir aux enfants. Inversement, quand on est dans une famille où il n'y a pas beaucoup de savoir, les personnes âgées, alors c'est un peu dur de dire ça, mais les personnes âgées sont malheureusement plus une charge pour avoir une descendance parce qu'il faut les nourrir. C'est assez cruel, mais du point de vue de l'évolution, c'est comme ça. Et donc, ça a un intérêt que dans les familles avec peu de savoir, le fait de peu réparer son ADN et donc d'avoir des cancers est un avantage. Il serait intéressant de faire une étude randomisée pour savoir si les gens qui s'instruisent ont moins de cancers que les autres. Voilà. Et là, on reprend encore mes 4 règles et on va aborder la dernière règle. Et c'est que une caractéristique est présente éventuellement parce qu'il y a une forme de vie dans la forme de vie qui, pour mieux se reproduire, crée cet effet de bord, crée cet effet sur cet individu. Les spécialistes de la maladie de Lyme et des infections fréquemment associées à la maladie de Lyme vous le diront, certaines infections dans les tissus peuvent créer des symptômes très étranges qui ressemblent à aucune maladie ou à certaines maladies. Et parfois, les gens qui sont en impasse thérapeutique peuvent alors les consulter et parfois ça les aide. Je crois que les infections représentent pas mal de maladies qu'on ne comprend pas. Ça peut paraître bizarre parce que ces infections devraient pouvoir se traiter par des antibiotiques, mais il peut s'agir de pathogènes peu sensibles aux antibiotiques et encore mal connus. En effet, les équipes de Didier Raoult, elles ont découvert énormément d'agents infectieux inconnus, dont peut-être certaines résistent aux antibiotiques. Aussi, en fonction de la localisation dans le corps, par exemple dans les os, ou je pense pour une maladie un peu importante dans l'œil, ça protège des antibiotiques. Je vous expliquerai ça un peu dans une autre vidéo. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais l'idée est que l'évolution n'arrive pas à lutter contre ces agents infectieux, car eux-mêmes évoluent pour mieux infecter les gens. Et il se crée donc une espèce de course entre l'agent infectieux qui évolue de lui-même pour mieux infecter l'homme, et l'homme qui évolue pour mieux se protéger de ces infections. L'autre idée importante derrière cette idée, c'est que ces infections, elles pourraient attaquer le système immunitaire pour mieux se reproduire, et qu'en faisant ainsi, elles créeraient des effets de bord de cela, créant les symptômes de la maladie. Et effectivement, les spécialistes des infections proches de la maladie de Lyme voient que de temps en temps, il y a des mécanismes qui permettent d'échapper au système immunitaire. Alors là, c'est un petit peu différent ce que j'ai mis comme hypothèse, c'est carrément ça diminue le système immunitaire en envoyant des toxines ou quelque chose comme ça. J'ai une telle hypothèse pour la schizophrénie et les troubles bipolaires, basée sur l'hypothèse du professeur Fourtillon. Je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Alors le professeur Fourtillon, il est un peu polémique. C'est possible qu'il ait un peu pété un plomb à un moment, mais je pense que les recherches qu'il a fait, elles méritent d'être reconnues si elles sont justes, mais apparemment elles ont l'air d'être justes d'après sa vidéo.
Et elle pourrait effectivement expliquer les troubles bipolaires, la schizophrénie et la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Voilà, alors ce qu'on peut dire aussi de l'évolution, c'est qu'elle va vers des espèces qui s'adaptent à chaque situation, et c'est ainsi qu'est apparu l'homme adapté à plein de milieux grâce à ses mains et son intelligence. L'évolution, elle va vers l'adaptabilité, qu'en fonction du milieu, de la situation, elle survit bien. C'est mieux entre guillemets, parce que si un milieu disparaît, l'espèce, elle disparaît. Et c'est mieux aussi parce que une telle espèce peut se reproduire un petit peu partout, et grâce à la reproduction sexuée, mieux muter parce qu'il y a beaucoup de personnes dans l'espèce et donc mieux se propager. Donc je reprends l'idée principale qui m'a permis de déduire certains de ces mécanismes que j'ai émis. C'est que si un mécanisme est simple à mettre en place dans l'évolution et que ce mécanisme donne un avantage à avoir un peu plus de descendance, alors, même léger avantage, alors ce mécanisme a de bonnes chances d'être présent. C'est ainsi que je déduis que le taux de cancer s'adapte peut-être bien avec le savoir acquis durant la vie, ou que les bactéries ont peut-être une reproduction sexuée, etc. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur ma théorie de l'évolution. Je vais faire pas mal d'autres vidéos où j'expose mes hypothèses sur la biologie. Elles sont beaucoup basées sur cette théorie de l'évolution. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Si jamais il y a des gens qui sont des scientifiques qui sont intéressés par ce que je dis, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis tout seul dans mon coin, donc je suis intéressé par faire connaître plus, mieux ces choses-là. Voilà, donc là, je vous mets une diapo sur ma théorie de l'évolution et je vous mets le récapitulé de toutes les hypothèses importantes que j'ai émises. Voilà, je vous laisse. Bonne soirée ou bonne journée. Au revoir.